L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution va changer quelque chose dans la vie des femmes. Oui. Il faut interdire CNews. Idéalement, oui. Il faut envoyer des soldats français en Ukraine. Non. Le Parti socialiste est un parti proche du peuple. Oui. Bonjour, je m'appelle Chloé Ridel, j'ai 32 ans, je suis porte-parole du Parti socialiste, candidate aux élections européennes du 9 juin prochain. Avant d'être militante politique, j'ai longtemps été militante associative, présidente pendant 5 ans d'une association qui s'appelle Mieux Voter. J'ai aussi cofondé un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau. La baisse de la participation est un problème. Oui. L'Union européenne est une chance pour la France. Oui. Il faut augmenter la concurrence dans l'économie. Non. Il faut instaurer le droit de vote à 16 ans. Pourquoi pas? L'Union européenne est trop libérale. Oui. François Hollande était le meilleur président de la Ve République. Non. Jordan Bardella va gagner les élections européennes. On verra. Le Parti socialiste va gagner les élections européennes. On verra, je l'espère. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Oui. Il faut sortir des traités européens. Non. Est-ce qu'il faut taxer les ultra-riches au niveau européen? Absolument, et c'est d'ailleurs une proposition que nous faisons dans le cadre de cette campagne européenne. Nous avons lancé une grande initiative citoyenne européenne, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on essaie de récolter 1 million de signatures pour pouvoir mettre cette question de la taxation des plus riches, des grandes fortunes, au niveau européen, notamment pour financer la bifurcation écologique. La suppression de l'ENA est une bonne chose. Non, je pense pas. Je pense qu'on a besoin de fonctionnaires formés et recrutés par concours. Chloé Ridel sera élue députée européenne en 2024. Écoutez, je l'espère, en tout cas c'est pour ça que je fais campagne. Donc il y a cette montée de ces partis qu'on qualifie de populistes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et comment vous expliquez justement ce succès? Bien sûr que ça m'inquiète, la montée des extrêmes droites en Europe. Moi, ça fait partie de mes obsessions. J'ai écrit même un livre sur le sujet. Si vous voulez, il y a une demande autoritaire et identitaire indéniable à travers toute l'Europe, mais qui est instrumentalisée par ces extrêmes droites qui sont très douées dans le cadre de la bataille culturelle et qui, sous la houlette de leur leader européen qui est Viktor Orban, proposent une nouvelle idée de l'Europe. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans un livre que j'ai publié en 2022 qui s'appelait « D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin », où j'expliquais que les extrêmes droites en Europe, elles sont hyper puissantes, hyper cohérentes, parce qu'elles arrivent à bien se coordonner, à propulser un message unique avec l'idée que l'Europe est menacée et qu'il s'agit de la protéger, protéger la civilisation européenne qu'ils décrivent comme blanche et chrétienne contre ceux qui la menacent. Selon eux, l'immigration musulmane, ce qu'ils appellent la propagande LGBT aussi, donc c'est des extrêmes droites qui s'attaquent aux musulmans, qui s'attaquent aux droits des femmes, aux droits d'avorter, qui stigmatisent tout ce qui est étranger, qui agite les peurs. Et ça prend parce qu'on est dans un moment de bascule historique où il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des conflits qui sont aux portes de l'Europe. Et donc il y a cette inquiétude des gens qui exploitent les extrêmes droites. Ils proposent des solutions qui, à mon sens, sont factices et qui ne répondront pas aux problèmes de l'époque, parce qu'encore une fois, sur la question sociale, c'est indigent. Regardez ce qu'a fait Madame Meloni, donc figure de l'extrême droite européenne, en Italie. Une des premières choses qu'elle a faites en arrivant au pouvoir, c'est de supprimer l'équivalent du RSA. Et elle a fait augmenter la pauvreté en Italie. En Hongrie, pareil, M. Orban, l'extrême droite, est au pouvoir. La Hongrie, c'est un des pays où les salariés, les travailleurs ont perdu le plus de salaire, moins 18%, depuis le début de la période inflationniste. M. Orban n'a rien fait pour protéger les travailleurs contre l'inflation. Donc sur la question écologique, je ne vous en parle même pas. C'est quelque chose qui est totalement absent de leur programme, une forme de désinvolture totale. On le voit aussi chez M. Bardella. Bien sûr qu'ils sont climato-sceptiques. Bien sûr. Pendant longtemps, les extrêmes droites, elles voulaient sortir de l'Union européenne. Elles ont changé de stratégie. Maintenant, elles veulent y rester pour la détourner de l'intérieur, et elles ont commencé à le faire. Elles ont commencé à imposer leurs obsessions sur la question migratoire, à mettre dans l'idée qu'il faudrait construire des murs aux frontières de l'Europe avec le budget européen. Donc elles sont conquérantes, elles avancent. Qu'est-ce que n'a pas fait la gauche, qui est aujourd'hui encore présente en Espagne, au Portugal, mais qui régresse dans tous ces pays-là? Enrico Letta, qui était le candidat en Italie, a perdu largement face à Giorgia Meloni. Comment vous expliquez que ce ne soit pas limité à un seul pays? Pourquoi les Italiens ont-ils préféré ce parti à la gauche? Je pense qu'il y a à la fois un problème de leadership. L'extrême droite, ils ont un leader qui est M. Orban. C'est un grand leader politique. Il est affreux, mais c'est un grand leader politique. À la fois un théoricien politique et un exécutant. Je veux dire, voilà. Il incarne quelque chose pour les extrêmes droites en Europe. Nous, à gauche, peut-être qu'il nous manque d'un grand leader. Nous en avons des grands leaders, comme Pedro Sanchez, par exemple, mais pendant longtemps, nous n'en avions plus. Il nous manquait aussi, je crois, une idée de l'Europe. On s'était un peu perdu. Moi, c'est aussi ce que j'ai expliqué dans mon livre, c'est qu'à l'entrée du XXIe siècle, les Européens ne savaient plus très bien ce qu'ils faisaient ensemble. Il y avait une raison d'être du projet européen qui s'était perdue. On avait construit un grand marché, mais très mal construit, puisque ce grand marché était ouvert sur le reste du monde et faisait peser une concurrence déloyale sur les travailleurs européens, organiser la concurrence entre les travailleurs européens entre eux, entre les systèmes fiscaux, etc.
le projet européen était en panne et l'Europe a complètement raté son entrée dans le XXIe siècle. Mais depuis quelques années, depuis la pandémie de Covid, on voit bien que l'Europe prend des décisions de protection. Pendant le Covid, on a eu la commande de vaccins, on a eu l'endettement conjoint sur les marchés qui a permis de venir en aide aux pays les plus en difficulté, on a eu le financement du chômage partiel au niveau européen, on a eu aussi des règlements pour protéger notre marché, on a créé une taxe carbone aux frontières de l'Europe, on a interdit l'importation des produits issus de l'esclavage ou de la déforestation sur notre marché. Bref, on a l'impression que l'Europe prend progressivement des décisions qui tournent le dos à 40 ans de politique néolibérale, austéritaire, etc. Et qu'on gagne progressivement une bataille culturelle, nous la gauche, où en fait les gens se rendent bien compte que la bonne vieille recette néolibérale, ça ne marche pas, ça renforce les inégalités, ça tue la cohésion sociale et ça ne répond pas aux gros problèmes écologiques. Donc je pense qu'on est en train, à gauche, de renouveler notre idée européenne autour de l'idée qu'il faut être ensemble, nous les peuples européens, pour défendre notre modèle européen, c'est-à-dire une certaine idée de la liberté, des institutions démocratiques, la justice sociale, une économie qui prend en compte aussi la justice sociale, et puis demain une certaine idée aussi de l'écologie. Et vous parliez justement de Viktor Orban, qui est souvent, la Hongrie est souvent condamnée pour ne pas respecter l'état de droit. Est-ce que vous pensez qu'il faut sanctionner plus durement la Hongrie? Est-ce qu'il faut geler tous les fonds auxquels elle a droit? Est-ce qu'il faut même à terme peut-être l'exclure de l'Union européenne? Monsieur Orban, il est au pouvoir en Hongrie depuis 2010. Dès le départ, il a annoncé ce qu'il allait faire. Dès 2010, il a essayé d'étouffer la liberté des médias dans son pays en créant une sorte de panel affilié à son parti qui donnerait son avis sur telle ou telle publication journalistique. Il s'est, dès les années 2010, attaqué aux droits des femmes, aux droits des associations, à la liberté de la recherche, etc., etc. Et on a laissé, sans rien faire pendant 10 ans, cet homme prospérer et faire grandir ses idées réactionnaires au sein de l'Union européenne. Je rappelle que le parti de Viktor Orban a été membre pendant 8 ans, de 2010 à 2018, je crois, du parti PPE, donc du parti de la droite européenne, pas de l'extrême droite, de la droite. Donc il a infiltré, je parle de grand détournement de l'Union européenne par les extrêmes droites. Le grand détournement de l'Union européenne par les extrêmes droites, il commence par le grand détournement et l'infiltration du groupe PPE par M. Orban d'extrême droite, qui pendant 8 ans a fait partie de ce groupe et donc a normalisé les idées d'extrême droite, ce qui bien qu'aujourd'hui, moi je ne fais plus la différence entre la droite et l'extrême droite européenne. Enfin, sur la question migratoire, c'est strictement la même chose. Donc pendant longtemps, on a regardé M. Orban installer un régime de népotisme, parce qu'il faut aussi rappeler que le meilleur ami d'enfance de Viktor Orban, qui était chauffagiste de profession, est aujourd'hui l'homme le plus riche de Hongrie. Et selon le magazine Forbes, l'homme qui s'est enrichi le plus vite, milliardaire, dans la décennie 2010. Comment? Parce que M. Orban lui a envoyé des tas de marchés publics avec notamment l'argent des Européens. Donc il y a un système de népotisme, de corruption, d'atteinte à la liberté de la presse qui est sans précédent en Hongrie et on est resté trop longtemps sans rien faire. Maintenant, il y a des sanctions qui sont appliquées en vertu de l'état de droit depuis le Covid. On a mis cette possibilité de retenir l'argent si on a des préoccupations sur l'état de droit dans tel ou tel pays. C'est le cas en Hongrie. Quand on adhère à l'Union européenne, ça veut dire qu'on adhère à une certaine idée, un modèle européen, et que dans ce modèle européen, il y a la question du libéralisme politique, de la liberté, de la démocratie. Et donc on ne peut pas transiger là-dessus, on ne peut pas accepter qu'il y ait au sein de l'Europe des pays qui ne respectent pas la démocratie. Donc c'est pas sortir ou pas de l'Union européenne, par contre c'est sanctionner. On a des mécanismes qui le permettent en vertu des traités, mais qui sont beaucoup trop, pas assez flexibles, quoi. C'est à l'unanimité que ça se décide, mais il y a normalement la possibilité de suspendre le droit de vote à un pays qui, en vertu de tout un tas de critères, ne respecterait pas la démocratie. Donc ça, il faut briser l'unanimité sur cette procédure-là pour que ce soit décidé à la majorité qualifiée. Ça suspend les droits de vote sans demander au pays de carrément sortir de l'Union. Ça lui permet de s'amender le cas échéant. Mais je pense qu'il faut effectivement renforcer tous les mécanismes qui sanctionnent les pays qui, parmi nous, ne respectent pas la démocratie. Parce qu'en l'occurrence, il nous fragilise. M. Orban est quand même la voix de Vladimir Poutine en Europe.
Il s'oppose, il menace de s'opposer, de mettre son veto sur tout un tas de sujets, sur la question des sanctions contre la Russie, sur l'embargo contre le pétrole, il s'en est extrait, etc. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas accepter, ça nous fragilise de façon idiote, je trouve. Geert Wilders, qui est arrivé en tête pour les élections sénatoriales, comment la gauche n'arrive plus à parler à ces populations? Geert Wilders aux Pays-Bas, c'est une des figures de l'extrême droite européenne que moi je suis depuis longtemps parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question des extrêmes droites en Europe et de la montée des extrêmes droites en Europe. Geert Wilders, c'est quelqu'un qui a construit sa carrière politique sur un discours anti-musulman. Je rappelle qu'il avait dans son programme, aux dernières élections aux Pays-Bas, l'interdiction des mosquées et du Coran, c'est-à-dire quelque chose d'inédit qui va contre les droits humains et contre la liberté de culte. Il est progressivement revenu sur ces parties les plus sulfureuses et les plus insupportables de son programme pour espérer pouvoir former une coalition dans son pays, mais ce qu'il représente est extrêmement inquiétant. C'est, je crois, le contraire de ce dont l'Europe a besoin. C'est pas à ce moment de l'histoire de se refermer sur elle-même, de fomenter la haine et le racisme, de fournir aucune réponse à la question des inégalités ou de l'écologie. Son programme en la matière est totalement indigent. Il a surfé effectivement sur des inquiétudes, notamment des agriculteurs, parce qu'on ne le sait peut-être pas assez, mais les Pays-Bas sont le pays qui exporte le plus en Europe de biens agricoles. Ils produisent notamment beaucoup de viande de porc, ce qui émet beaucoup d'azote. Dans le cadre du pacte vert européen, il leur est demandé de réduire les émissions de carbone et notamment d'azote liées à l'agriculture intensive. Donc bien sûr que ça a suscité des mécontentements et ça pose la question de la façon dont on doit gérer cette transition écologique de notre agriculture. Il faut accompagner les agriculteurs. Évidemment, l'objectif c'est pas d'appauvrir les gens, mais l'objectif c'est de garantir la santé des Européens. C'est essentiel qu'on réduise ces émissions, c'est notre futur qui est en jeu. Donc cette transition, elle est nécessaire. Et puis elle a été récupérée par des populistes qui en fait récupèrent les colères sans fournir aucune solution. Et comment vous expliquez alors ce succès? Parce qu'il n'y a pas non plus que des agriculteurs aux Pays-Bas. Comment a-t-il fait pour obtenir 25% et être largement en tête? Pourquoi les gens aujourd'hui ne votent plus à gauche et votent justement pour ce parti que vous décrivez comme dangereux? Parce que ça fait 15 ans que Geert Wilders il laboure son terrain. Et ça fait 15 ans qu'il explique que l'Europe est menacée par le grand remplacement, cette espèce d'idée complotiste d'extrême droite, que les musulmans veulent nous grand remplacer. C'est une petite musique qui a monté, notamment depuis ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015 avec l'accueil des réfugiés syriens. Aujourd'hui, le Rassemblement national est à plus de 30% dans les sondages. Vous êtes en 3e position. Quel est l'objectif concrètement du Parti socialiste? Est-ce que c'est de rattraper le Rassemblement national? Est-ce que c'est d'être les leaders à gauche? Ou est-ce que c'est de ravir la 2e place à la majorité présidentielle? Comment expliquez-vous tel succès de Jordan Bardella qui caracole dans les sondages? Jordan Bardella, il a un succès en surfant sur du vide. En réalité, vous regardez ce qu'il fait. Son discours est totalement dépolitisé. Il se contente de dire vivement le 9 juin. Ok, très bien. Le 9 juin, la France revient, l'Europe revit, je crois, mais il ne nous dit pas comment il va faire. Il ne parle jamais de fond. De fait, il n'a rien à dire puisqu'il a été quasiment absent au Parlement européen depuis qu'il y est élu. Donc, il y avait un document de complément d'enquête qui interviewait un brave camarade député européen belge qui est dans la même commission que Bardella et qui disait qu'il ne le connaissait même pas. Donc voilà. Pour autant, il surfe à plus de 30% des intentions de vote, comme vous l'avez dit. Et si on ajoute à ces intentions celle du vote pour Marion Maréchal Le Pen, on arrive à une extrême droite qui est très haute dans cette élection. Et moi, mon obsession, c'est de déjouer ces pronostics. On est des militants politiques, donc nous refusons la fatalité et nous allons tout faire dans ces élections pour nous présenter comme l'alternative à l'extrême droite et à la Macronie. Nous sommes, je crois, le bulletin utile face à l'extrême droite parce que nous appartenons au Parlement européen, au premier groupe de gauche, le groupe SD, social-démocrate, qui demain, dans une configuration où peut-être, malheureusement, le Parlement européen aurait une majorité de droite et d'extrême droite, nous serions, en tant que premier groupe de gauche, le rempart et la première opposition face à cette majorité de droite et d'extrême droite. Donc nous avons une responsabilité particulière dans cette élection et nous ferons tout pour être le plus haut possible au soir du 9 juin. Mais est-ce qu'il ne fallait pas du coup faire une union de la gauche? Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez vous-même, ça va quand même être très compliqué d'aller rattraper Jordan Bardella. Est-ce qu'en ayant fait une union de la gauche, vous n'auriez pas été en tête ou au moins vous auriez pu concurrencer Jordan Bardella? Est-ce que ce n'est pas une erreur d'être parti tout seul? À la fin, le 9 juin, on va compter le nombre de sièges de députés obtenus. Et le but, c'est d'envoyer le plus de députés européens de gauche, toutes listes confondues, au Parlement européen. Les sondages ont toujours montré que nous obtiendrions plus de sièges de députés
européen de gauche si nous partions avec des listes séparées, si nous assumions les divergences qui sont les nôtres auprès des électeurs de façon démocratique. Et c'est ce que nous permet ce scrutin proportionnel. Ça n'est pas un scrutin comme dans le cadre de l'élection présidentielle, où là, il faudra évidemment, en vue de 2027, une union de la gauche. Mais aux européennes, c'est un peu différent parce que même si beaucoup nous rassemblent avec les autres listes de gauche, nous sommes eurocritiques, nous sommes pour une autre Europe, nous sommes pour que l'Europe devienne un vrai levier de protection écologique, sociale, démocratique, qu'elle tourne le dos à 40 ans de néolibéralisme, d'austérité budgétaire, de toute concurrence, de libre-échangiste. Là-dessus, nous sommes d'accord. Pourtant, nous avons aussi des points de vue divergents sur un certain nombre de sujets, sur la question de la sécurité européenne, sur la question de la position vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, etc. Et il est légitime, je crois, que nous puissions faire valoir ces divergences en toute transparence devant les électeurs plutôt que de les étouffer dans une liste d'union qui, en plus, nous aurait permis d'envoyer moins de députés à Bruxelles. Et vous disiez que vous vouliez être la première force d'opposition aussi au macronisme. Pourtant, Valérie Hayer, dans ses interviews récentes, la nouvelle tête de liste macroniste aux élections européennes, a déclaré que Raphaël Glucksmann votait entre 80 et 90% des textes comme elle. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe à vouloir être opposé au macronisme alors qu'en fait vous votez quand même principalement avec eux au Parlement européen? Pas du tout. Manon Aubry, vous comptabilisez ces votes avec Valérie Hayer, c'est près de 80% de votes communs aussi, hein, c'est 76%. Donc la réalité, c'est qu'au Parlement européen, vous avez des sujets qui font qu'on peut se retrouver et voter pareil, parce qu'on a aussi des intérêts nationaux, des intérêts français qui nous enjoignent à le faire, mais on a des choses qui nous séparent avec Valérie Hayer qui sont abyssales. Nous avons toujours voté, nous, socialistes français au Parlement européen, contre les accords de libre-échange, par exemple. Ce que n'a pas fait Valérie Hayer. Nous avons voté pour la loi sur la restauration de la nature, par exemple, qui protégeait la biodiversité. Nous avons voté contre la PAC actuelle, alors que Valérie Hayer a voté pour. Donc vous voyez, on pourrait prendre plein d'exemples comme ça pour montrer ce qui nous sépare, et on va le dire et on va le répéter dans le cadre de cette élection. Et par ailleurs, j'insiste, quand je dis que nous sommes le bulletin utile face à l'extrême droite, la Macronie ne peut plus incarner le bulletin utile face à l'extrême droite. Il n'y a pas plus tard que ce mois de décembre, la Macronie a voté une loi immigration avec les voix de l'extrême droite et en reprenant le programme de l'extrême droite. Donc je crois que ça c'est très important. Ils ne pourront plus jamais incarner ce vote barrage face à l'extrême droite, les macronistes.